Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre du réseau mondial des laboratoires Glossolan sous l'égide du partenariat mondial sur le sol au Global Soil Partnership de la FAO. Je m'appelle Iman Slimani et je suis le modérateur de ce webinaire. Et donc, ce webinaire s'inscrit dans une série de sessions de renforcement de capacité sur la spectroscopie des sols qui a débuté le 9 juillet avec une première session de formation intitulée Introduction à la spectroscopie appliquée aux sciences du sol. Et donc, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour poursuivre ensemble cette série. Donc, avant de commencer, je vous invite à indiquer dans le chat votre nom, votre institution et votre pays afin que nous puissions mieux connaître l'audience qui va nous rejoindre aujourd'hui. Donc, par ailleurs, tout au long du webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions dans la boîte de discussion dédiée aux questions. Nous prendrons le temps d'y répondre à la fin de la présentation et nous vous rappelons que la boîte dédiée à la discussion est le seul canal par lequel vous pouvez poser vos questions durant ce webinaire. Donc maintenant, j'ai le plaisir de présenter notre formateur pour cette session, Monsieur Aissam Bala. Aissam est un expert reconnu dans le domaine de la spectroscopie appliquée au sol. Il travaille actuellement et activement à la promotion des méthodes analytiques rapides, peu coûteuses et durables pour évaluer la qualité des sols. Donc, avant de rejoindre la FAO en 2024, Aissam a travaillé pendant 5 ans en tant que professeur de spectroscopie des sols à l'Université Mohammed VI Polytechnique au Maroc, où il a contribué à la mise en place des laboratoires de spectroscopie des sols et a soutenu l'enseignement de la chimie sèche. Aissam est titulaire d'un doctorat pour le couplage de la spectroscopie avec la chimiométrie obtenu à l'Université Mohammed V au Maroc. Donc, le webinaire nous guidera aujourd'hui à travers les principes fondamentaux de la spectroscopie des sols, notamment les signatures spectrales des constituants majeurs du sol, les propriétés optiques des sols, notamment réflexion, absorption, transmission, les premiers éléments de préparation des échantillons et des conditions de mesure. Et sans plus tarder, je cède la parole à Aissam. Aissam, c'est à toi pour le Merci, webinaire. merci beaucoup, Iman. Merci pour l'introduction et la présentation que tu as déjà fournie. Donc, bonjour tout le monde. Je suis heureux de vous voir encore une fois dans cette série de webinaires consacrés à la spectroscopie de sol. Donc, comme j'ai déjà mentionné dans la première session, cette série sera ou bien fera l'objet d'une introduction seulement parce que c'est vraiment difficile et c'est pas aussi facile d'apprendre la spectroscopie de sol à travers d'une série de webinaires courtes. Donc pour cela, donc, comme j'ai déjà mentionné la dernière fois, donc, je vous propose durant cette série de webinaires une petite introduction. Je vais essayer de vous expliquer quelques définitions concernant la méthodologie, concernant la modélisation, comment on fait ça, qu'est-ce que ça veut dire, la modélisation dans le cadre de la spectroscopie de sol, etc. Mais je vous invite par la suite à approfondir vos connaissances en réalisant des recherches bibliographiques sur le net. Donc, ou bien aussi, je peux vous fournir quelques articles à la demande qui peuvent vous aider à mieux plonger dans ce nouveau domaine. En parallèle à la FAO, spécialement à la GSP, donc on est en train de réaliser une publication qui va vous aider plus. Donc, c'est une publication qui s'intitule la spectroscopie de sol dès la préparation des échantillons jusqu'à la modélisation et l'utilisation des modèles.
donc, qui sera publié très, très prochainement. Donc, on a réalisé la traduction en français de cette publication-là, donc, qui sera disponible pour les collaborateurs francophones qui veulent vraiment approfondir leurs connaissances dans cette méthodologie. Euh, donc, avant de commencer ma présentation, la deuxième session, la deuxième partie de la présentation, donc, je vais tout d'abord faire un petit résumé de ce qu'on a fait la dernière fois, parce que je suis sûr que la majorité d'entre vous donc, ont déjà assisté à la dernière, à la session, la première session qu'on a déjà fait la semaine passée, mais quand même, on aura des participants qui viennent d'apprendre de cette série de webinaires et donc qui viennent de nous rejoindre. Donc, je vais commencer par, par faire un résumé de ce qu'on a fait la dernière fois. Mais aussi, donc, je vous rappelle, comme ma collègue Iman a déjà mentionné, donc, on a deux outils dans l'application Zoom. Donc, on a l'outil chat donc, qui va vous permettre de vous identifier. Donc, merci de mentionner votre nom, votre institution et votre pays. Mais en parallèle, on a la question-réponse box, donc qui va nous permettre d'avoir vos questions durant cette session-là. Donc, en collaboration avec ma collègue Iman et Mansourien, donc on va essayer de lire toutes vos questions vers la fin de cette session et je vais essayer de vous répondre. Donc, pour le déroulement de cette session, donc, ça sera la même chose que la dernière fois. Donc, on aura une présentation durant 45 minutes à 50 minutes. Donc, je vais vous montrer quelques slides, mais on insiste plus précisément sur la discussion avec vous. Donc on va attendre vos questions et on va essayer de répondre à vos questions. Et donc, c'est cette partie de discussion qui sera la plus intéressante pour nous, donc afin de voir le niveau des personnes donc, avec lesquelles on est en train de communiquer. Donc, comme déjà ma collègue aussi Iman a mentionné, donc cette série de webinaires donc fait partie donc d'une initiative lancée par le réseau mondial des laboratoires de sol, Glossolin, et plus précisément le working group Glossolin Spec. Donc, le working group qui s'intéresse à la spectroscopie donc, et l'introduction de la spectroscopie dans le domaine de sciences de sol. Donc, on a réfléchi de faire deux initiatives en parallèle. Donc, on fait une série de webinaires en anglais pour les pays anglophones, pour les collaborateurs anglophones, mais en parallèle, on a décidé de réaliser cette série de webinaires en français pour les collaborateurs francophones qui parlent français, mais plus précisément, donc, on s'intéresse à nos collègues de la Tunisie, donc, qui font partie d'un projet international Solfer, donc, qui est géré par la FAO. Donc, dans 7 pays, parmi ces pays, donc, on a la Tunisie. Donc, ces collègues de la Tunisie, donc, on veut les introduire à la méthodologie. Donc, et par la suite, donc, on aura plus de sessions en présentiel pour mieux apprendre sur cette technologie et sur les applications qu'on va faire par la suite. Donc, comme je l'ai déjà mentionné, donc la dernière session, donc on a commencé par une petite introduction des analyses de sol, pourquoi on a besoin d'analyser nos sols, pourquoi on veut vraiment comprendre l'état de santé de sol et quelles sont les applications, les différentes applications d'un rapport d'analyse, donc que ce soit pour comprendre l'état de santé de sol et pour la recommandation de la meilleure plante qui va avec la nature de ce sol-là, mais aussi donc on utilise ce résultat-là pour la recommandation des fertilisants durant la saison agricole. Durant la saison agricole, donc comme ça, donc l'agriculteur donc pourra réaliser des corrections donc afin de d'apporter les éléments nécessaires à la plante, les éléments dont on a une carence, donc, et qui ont de l'influence sur la productivité de la plante et de la saison tout entière. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, on a essayé de différencier entre les deux types de méthodologies. Donc, la première, qui s'appelle la méthode conventionnelle ou bien le wet chemistry ou bien la chimie humide.
Donc, dans cette méthodologie, donc, on a, comme on a déjà mentionné, donc, on a plusieurs protocoles internationaux donc, à recommander, donc il faut suivre. Chaque protocole est appliqué pour une propriété spécifique. Donc, comme ça, pour faire le screening de toutes les propriétés nécessaires dans l'agriculteur, donc on aura besoin de réaliser une quinzaine d'analyses, suivre une quinzaine de protocoles. Donc, ces protocoles, généralement, comme on a dit, donc, nécessitent un investissement tout d'abord afin d'acquérir les équipements spécifiques nécessaires à la réalisation de ces analyses. Et on sait tous le prix des équipements de laboratoire, donc, qui sont vraiment coûteuses. Et l'état de sophisticité de ces équipements-là, donc on aura besoin de formation. Tout d'abord, le recrutement de personnel qualifié et par la suite le former afin d'utiliser le maximum des capacités de ces équipements-là. Le deuxième point, donc, on a mentionné, c'est la nécessité d'un espace afin d'équiper un laboratoire, afin d'avoir un laboratoire d'analyse de sol qui utilise les méthodes conventionnelles ou bien de chimie humide. Donc, comme on a mentionné, donc, on aura besoin un Et, grand espace. Sam, Oui, je m'excuse. oui. Euh, le PowerPoint n'est pas en train de bouger. Est-ce que c'est Non, normal? non, je suis toujours dans le deuxième slide. Donc, D'accord. j'essaie Ok. d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire chaque méthodologie. Donc, merci beaucoup, Ça Iman. marche. Donc, comme j'ai déjà mentionné, donc, le problème qu'on a par rapport à l'espace, donc, on aura besoin d'un grand espace, une salle pour chaque technique, pour chaque propriété à mesurer. Donc c'est vraiment un besoin donc, qui va limiter plusieurs pays à réaliser ce type de laboratoire. Le troisième point, c'est la durée des analyses. Donc, comme on a mentionné, la majorité de ces protocoles-là donc, nécessite un temps d'extraction, un temps, la préparation des échantillons. Donc, on aura besoin de préparer les échantillons, de faire le broyage, le séchage et par la suite passer aux extractions, différents types d'extractions en utilisant des produits chimiques, etc. Donc, qui dit utilisation des produits chimiques dit directement la génération de, 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 de produits donc, secondaires qui sont dangereux. Donc, les déchets doivent être, normalement, la recommandation internationale, c'est que ces déchets-là doivent être traités avant d'être jetés dans la nature. Donc vraiment, c'est quelque chose donc, qu'il faut prendre en considération. Et le dernier point, c'est par rapport au personnel. Donc, pour réaliser les analyses, donc, on aura besoin de plusieurs personnels donc qualifié donc c'est un grand nombre de personnes. Donc au contraire, en utilisant la méthodologie de chimie sèche ou bien de spectroscopie, donc on n'aura pas besoin de faire tout cela. Donc, ce sont des méthodes tout d'abord mobiles et transportables. Donc, on peut, que ce soit travailler dans le laboratoire ou bien les mobiliser avec nous dans le champ, dans les fermes et réaliser les analyses dans le champ. Le deuxième point, c'est par rapport au coût, que ce soit des équipements ou bien le coût des analyses. Donc, c'est un coût vraiment réduit par rapport aux méthodes conventionnelles donc de chimie humide. Donc, c'est rien à comparer. Donc, l'investissement nécessaire pour équiper un laboratoire de spectroscopie, c'est pas vraiment le 1/10 de l'investissement pour équiper un laboratoire de chimie humide, de méthodes conventionnelles. Aussi, par rapport au personnel donc, nécessaire, donc, dans ce cas, un seul technicien peut faire tout le travail. Donc, comme on a déjà mentionné la dernière fois, donc on n'a pas besoin de faire beaucoup de préparation d'échantillons. Donc, il suffit d'un petit séchage au départ, broyage et séchage. Donc, le broyage, pourquoi? Comme j'ai déjà mentionné, donc, le broyage, ça sert à réduire la taille des particules. Donc, parce que, comme j'ai déjà mentionné, donc, dans cette technologie, on travaille avec un faisceau de laser. Donc, ce faisceau de laser, donc, il a un diamètre bien défini. Ce diamètre bien défini, donc c'est quand même une limitation. Pourquoi? Parce que si on travaille avec de grosses particules, donc les particules brutes, donc sur le champ, donc qu'est-ce qu'on aura? On aura généralement le phénomène qu'on étudie dans ce cas, c'est le phénomène de contact et l'interaction entre les rayonnements électromagnétiques et la matière qui est l'échantillon. Donc si on travaille avec de grosses particules, donc on aura le risque
que le faisceau de laser donc, sera en contact seulement avec une seule particule. Et comme ça, la réponse de l'analyse spectrale, donc on aura une réponse spécifique à cette particule-là. Donc, on n'aura pas une réponse représentative de la totalité de l'échantillon. Donc, et par la suite, donc, c'est sûr qu'on aura des erreurs qu'on va obtenir à travers le modèle en utilisant le modèle machine learning. Mais par contre, en réduisant la taille des particules, donc on aura sûr que le faisceau de laser qu'on va utiliser donc avec un diamètre de 1 à 2 mm donc sera en contact avec le maximum de particules possibles. Et comme ça, donc, on augmente la représentativité du spectre, de résultats spectral. Et on est sûr que, donc, en utilisant le modèle machine learning, donc, on a déjà réduit l'erreur qui peut parvenir de la taille de particules. Et la deuxième préparation qu'on doit faire sur quelques types d'échantillons à analyser par la spectroscopie généralement, comme j'ai déjà mentionné la dernière fois. Donc, ici, donc, je m'adresse à la spectroscopie moyen infrarouge. Pourquoi? Donc, comme j'ai déjà mentionné que cette technique de moyen infrarouge, c'est déjà sensible à l'humidité. Donc, si on travaille avec les échantillons à l'état brut, donc, qui contiennent de l'humidité, donc on aura un risque que l'humidité contenue dans ces échantillons-là donc, va être prise en compte dans le signal et la bande qui représente la liaison OH de la molécule d'eau donc, sera très large et va cacher derrière elle donc, des informations qui sont très intéressantes et qui peuvent nous donner des idées sur la composition chimique de nos échantillons de sol. Donc, pour cela, donc, on recommande de faire un séchage. Donc, comme j'ai déjà mentionné, donc, on a plusieurs types de séchage qu'on peut réaliser, que ce soit le séchage à l'air libre, donc si on a des températures élevées à l'environnement, mais aussi on peut utiliser des étuves. Donc, comme ça, donc, on peut régler la température entre 37 et 39 degrés. Donc, on peut poser nos échantillons pour une durée de 6 à 24 heures, donc, selon l'état d'humidité dans le sol. Par la suite, donc, on est sûr que les échantillons de sol donc, sont secs et par la suite, donc, on n'aura pas un chevauchement ou bien une réponse de l'humidité donc, qui va perturber le signal du moyen infrarouge. Mais si on travaille avec le proche infrarouge, la technologie INAIR, donc j'ai déjà mentionné que cette technologie n'est pas vraiment sensible à l'humidité. Donc, dans ce cas, donc, on peut transporter ces équipements avec nous dans le terrain et travailler sur les sols donc à l'état brut. Donc, on n'aura pas de risque d'avoir un signal d'humidité. C'est pour cela donc il faut différencier entre les technologies à utiliser dans la spectroscopie de sol. Aussi, j'ai déjà parlé des différentes technologies qu'on peut utiliser dans cette méthodologie d'analyse de sol. Donc, comme j'ai déjà mentionné ici, donc, on travaille sur ou bien on étudie l'interaction entre le signal, le rayonnement électromagnétique et la matière. Donc, pour le rayonnement électromagnétique, donc, j'ai déjà mentionné qu'il y a différentes énergies qu'on peut utiliser. Et selon cette énergie, donc, on définit le type de technologie à utiliser, que ce soit l'UV visible, le proche infrarouge, le moyen infrarouge. Aussi, on peut utiliser des technologies de fluorescence des rayons X, donc généralement qui sont des techniques portables, dans ce cas pour faciliter la tâche, donc qui s'appelle PXRF, donc Portable X-Ray Fluorescence. Mais aussi, on peut utiliser le LIBS, qui est le Laser Induced Breakdown Spectroscopy. Mais en parallèle aussi, on peut utiliser le Raman. Mais généralement, ce qu'on utilise dans la spectroscopie de sol, c'est la combinaison de ces trois régions-là, de l'UV visible jusqu'au moyen infrarouge. Donc, vous pouvez trouver des recherches ou bien des laboratoires qui utilisent l'UV visible seul, le proche infrarouge seul, moyen infrarouge seul, ou bien on aura des combinaisons entre le visible et le proche infrarouge et le moyen infrarouge, etc. Donc, comme j'ai déjà expliqué, donc on peut utiliser une technologie seule, mais aussi on peut utiliser la combinaison de plusieurs technologies afin de combiner l'information résultante de chaque technologie qui va améliorer le signal et par la suite, donc, on aura une amélioration des résultats obtenus.
J'ai déjà montré quelques types de spectres donc qu'on peut obtenir, comment donc on aura l'interaction de l'humidité par exemple, la préparation des échantillons, comment elle influence la qualité des résultats obtenus. Donc j'ai déjà montré ce spectre-là qui contient de l'humidité. Donc c'est un échantillon qui n'a pas été très bien préparé. Et par la suite, donc, on a les traces d'humidité qui chevauchent le signal, qui augmentent le bruit de fond. Donc, vous pouvez déjà remarquer qu'on a ici beaucoup de bruit. Et le problème qu'on aura dans ce cas-là, donc, c'est si on a un signal dans cette région-là qui est relatif à quelque chose chimique de l'échantillon, donc on ne peut pas le voir parce que c'est déjà l'humidité a déjà caché toute cette région, qui rend le travail dans cette région-là impossible. Aussi, donc, c'est la même situation dans cette région. Ce spectre-là donc représente un résultat de bonne qualité de sol. Donc, comme j'ai déjà mentionné, c'est un spectre d'un échantillon organique. Donc, et j'ai montré comment on peut appliquer les méthodes conventionnelles, donc la spectroscopie conventionnelle. Donc, on peut déjà avoir une information sur la composition chimique de notre échantillon, mais par la suite aussi, on peut détecter si on a des contaminants, quelque chose qui ne va pas avec l'échantillon. Donc, on peut le détecter directement à partir de l'utilisation conventionnelle. Iman, est-ce que les diapos donc, sont en train de changer maintenant? Non? Iman? I'm here, Okay. Isam. Mansonia, the slides are moving or not? No, Hello? they're not moving. And could you please do in the presentation mode? No, normally, I'm using the presentation mode. This is why. Hello? Do you guys No, hear you are me? not. Not moving now. Now I can see your slide 22, but it's not in It's not moving presentation. also. Ah, okay. No, I think I have an issue. Let me just go to the Zoom. I will share it again. I will share the whole screen, so like that, I'm sure. Can you see now my screen? Now, yes, perfect. Is it on full screen now? Yeah. Now it's full screen. Okay. And when I'm moving the slides. Is it moving there also? Now they are moving, yes. Before it Okay. was only the first slice. Okay. Thank you very much, Mansonia. So yeah, so I will just resume what I was saying. So here I was talking about the different protocols, etc. Here, so those are the technologies that I can use, that I can apply in soil spectroscopy, from the UV visible, NIR, MIR, XRF, Maybe LIBS, you and continue in French? Raman. Yeah, I took the English also. So yeah. So, comme j'ai déjà dit, donc je vais faire un résumé de ce que j'étais en train de dire. Donc, ce sont les différentes technologies donc, à utiliser de l'UV visible, proche infrarouge, moyen infrarouge, X-rays, fluorescence, LIBS et aussi la spectroscopie Raman. Donc, j'ai parlé donc de la dernière session donc de comment les vibrations sont faites, donc les vibrations entre les différentes liaisons chimiques entre les atomes qui composent la molécule. Donc, comme on a dit, donc en appliquant le rayonnement électromagnétique, donc on aura une réponse. La réponse sur les molécules, c'est l'excitation des molécules, l'excitation des électrons, et l'excitation de ces électrons-là donc va générer une vibration de la bande qui relie les différents atomes. Donc, et on aura un détecteur donc, qui va collecter ce résultat-là donc, et cette information. Et par la suite, donc, ce détecteur-là donc, va transformer le résultat collecté donc, en un spectre infrarouge donc, qui représente les différentes bandes qui connectent les différents atomes dans les molécules qui composent le sol.
Donc, ces slides-là donc, parlent des différentes préparations donc qu'on peut faire sur les échantillons de sol avant de passer à la spectroscopie de sol. Donc, comme j'ai déjà mentionné, donc, dans ce cas-là, donc, on aura besoin dans la spectroscopie que de faire le broyage fin des échantillons pour minimiser, réduire la taille des particules afin d'augmenter le rapport signal des échantillons-là. Donc, on aura un résultat plus représentatif, un résultat spectral plus représentatif de la majorité des particules contenues dans l'échantillon de sol. Par contre, si on utilise de grosses particules, donc on aura le risque que le signal sera représentatif d'une seule particule et par la suite, donc, on augmente l'erreur des résultats qu'on va obtenir en utilisant le modèle machine learning. Et aussi le séchage. Pourquoi le séchage? J'ai déjà mentionné qu'on a le risque d'avoir l'absorption de l'humidité contenue dans l'échantillon de sol et par la suite, donc, on aura un résultat. C'est la même, c'est ce qui est déjà montré dans ce slide. Donc, ce spectre-là contient beaucoup d'humidité. Donc, cette humidité donc, va cacher toute cette partie-là donc, et va la rendre non utilisable. Donc, si on a quelque chose ici dans cette région qui est lié à la chimie de l'échantillon, donc on ne va pas le voir parce que déjà l'humidité le cache et ça perturbe le résultat de l'analyse spectrale. Euh, j'ai aussi parlé de comment utiliser la méthode conventionnelle donc pour avoir de l'information chimique sur de l'échantillon de sol. Donc, j'ai donné l'exemple de ce spectre-là, comment on va tout d'abord partir et sélectionner les pics qui sont les plus intenses. Et par la suite, donc, on va essayer de trouver les énergies ou bien la fréquence qui a résulté en cette absorption ou bien réflexion. Et par la suite, utiliser les tableaux de conversion. Donc, ces tableaux de conversion donc, sont déjà disponibles dans la littérature. Donc, on peut les utiliser pour identifier et pour convertir les longueurs d'onde ou bien les énergies en une bande chimique donc caractéristique. Et par la suite, donc, si on a quelque chose d'étrange dans nos échantillons de sol, comme j'ai déjà donné l'exemple la dernière fois, des contaminants organiques, donc on peut déjà identifier si on a un contaminant et par la suite, donc, on peut faire d'autres analyses plus approfondies afin d'identifier spécifiquement de quel type de contaminant il s'agit. Mais aussi, j'ai déjà donné l'exemple de quelques logiciels qui peuvent faire tout ce travail-là. Donc, il suffit de télécharger le spectre et par la suite, le logiciel va faire la décomposition, va identifier les longueurs d'onde et par la suite va faire la conversion en bande chimique. Et par la suite, il va vous donner la proposition si vous avez quelque chose étrange dans vos échantillons. Euh, j'ai donné un exemple concret d'un spectre organique et comment on peut identifier les composants de ce spectre-là, donc en se basant sur l'information initiale qu'on a sur d'où viennent les échantillons organiques. Généralement, comme j'ai déjà mentionné, sont d'origine végétale et par la suite, donc en utilisant cette information, donc on va chercher directement les résultats de décomposition des végétaux, donc qui sont généralement peuvent être des sucres, des protéines, etc. Donc, on va chercher directement ces composants-là et par la suite, donc, on peut identifier la composition du spectre, mais aussi donc, le résultat d'un spectre euh, d'un sol minéral, donc, qui a déjà donné l'information sur plusieurs, donc sur plusieurs composants minéraux, mais aussi on peut avoir l'empreinte donc de la matière organique, même si elle est donc dans cet échantillon très minime, à une concentration très réduite, mais on peut aussi la détecter en utilisant la spectroscopie infrarouge. Et j'ai déjà donné quelques exemples des applications dans d'autres domaines que la recherche. Donc, j'ai déjà donné une application dans le domaine de sciences forensiques et comment la spectroscopie déjà utilisée dans le domaine de sol peut extraire une information très importante donc, qui a rendu faisable quelques applications qui n'étaient pas vraiment faisables auparavant. Donc, par, comme comparaison donc de plusieurs types de sols, comment on peut définir ou bien décider qu'il s'agit du même sol
même type de sol, même échantillon de sol, ou bien c'est différent. Donc, en utilisant les méthodes conventionnelles, c'est vraiment difficile de décider. Donc, parce que donc, on a déjà parlé de la variabilité et la variation des résultats d'analyse. Donc, comme on a dit, donc on a vu sur le même échantillon de sol, donc si on répète les analyses plusieurs fois, donc c'est pas vraiment faisable d'avoir le même résultat à 100%. Parce que j'ai donné l'exemple du pH, donc on refait l'analyse du pH sur le même échantillon plusieurs fois après plusieurs extractions, donc on aura plusieurs résultats et les déviations peuvent être importantes. Mais en utilisant la spectroscopie, donc si on a une similitude, donc on peut déjà la détecter par faire la superposition des spectres, des résultats spectrales, et par la suite on peut décider s'il s'agit du même sol ou non. Maintenant, donc, l'axe essentiel dans cette deuxième partie, dans cette deuxième session de webinaire, sera consacré à la combinaison et à l'introduction du terme machine learning, ou bien l'intelligence artificielle, ou bien le terme modélisation généralement. Donc, comme j'ai déjà dit, donc l'utilisation conventionnelle des résultats spectrales des analyses de sol donc, peut déjà donner une information, donc, mais en utilisant seulement la visualisation ou bien l'inspection visuelle. Donc, on peut déjà décider si on a quelques contaminants, si on a un problème donc, lié à notre échantillon de sol, etc. Mais la partie quantitative, donc comment on peut la faire? Donc, j'ai déjà donné l'exemple de la loi de Beer-Lambert qui peut être utilisée dans ce cas aussi, mais ça sera difficile parce que la loi de Beer-Lambert lie l'absorbance avec la concentration des composants. Donc, on peut l'utiliser des fois pour faire des droits d'étalonnage, etc. Mais c'est généralement plus faisable dans le domaine de l'UV visible. Donc, parce on connaît déjà l'absorbance spécifique des composantes. Et par la suite, donc, on peut appliquer cette loi-là pour déjà calibrer la droite d'étalonnage et par la suite pour quantifier ces composantes comme vous connaissez dans plusieurs méthodes d'analyse de sol, notamment dans l'analyse des phosphores dans le sol. Donc, on utilise déjà les droits d'étalonnage, etc. Mais si on veut une information plus spécifique donc à d'autres propriétés donc, qui ne sont pas vraiment liées à une information directe sur le spectre. Je donne l'exemple dans ce cas-là donc, du pH, de la conductivité électrique, de la capacité d'échange cationique, etc. Donc, on n'a pas dans le spectre infrarouge un signal spécifique. Donc, on peut dire, par exemple, dans la région 3000, donc le pic là donc, représente la réponse du pH ou bien représente la réponse de la conductivité électrique, etc. Mais dans ce cas-là, donc, on a besoin d'introduire l'intelligence artificielle donc, qui va extraire plus d'informations. Donc, dans ce cas, donc, on va commencer par une définition donc, de cette combinaison entre la spectroscopie et le machine learning, la spectroscopie et la mathématique, la spectroscopie et les statistiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la spectroscopie de sol? Donc, c'est une science généralement liée aux sciences de sol. C'est une nouvelle branche qui utilise des méthodes mathématiques, statistiques et d'intelligence artificielle qui sont liées au domaine de sciences de l'ordinateur ou computer science afin d'extraire le maximum d'informations. Et une information qui vraiment n'était pas facile à extraire en utilisant l'inspection visuelle dans le cas donc, qu'on a vu. Donc, en utilisant nos yeux, donc c'est vraiment difficile des fois à extraire l'information liée à quelques concentrations de nutriments dans le spectre infrarouge, etc. Mais en combinant avec les outils machine learning, donc qui utilisent les statistiques et les mathématiques, donc on aura cette capacité à calibrer des modèles machine learning. Ces modèles généralement sont des équations mathématiques qu'on va utiliser pour quantifier quelques composantes donc, qu'on va voir, donc, qu'on appelle les modèles réussissants, donc,
si on réussit à calibrer un modèle avec une qualité importante, donc on aura la capacité d'utiliser ce modèle-là pour faire les prédictions sur cette propriété-là, donc facilement. Comment on fait ça? Donc, en utilisant cette combinaison, donc, on aura besoin dans une première partie de faire un investissement pour la calibration. Donc, on aura besoin de collecter les échantillons de sol, de faire les analyses dans le laboratoire en utilisant les méthodes conventionnelles, de réaliser les analyses sur l'instrument spectral. Et par la suite, donc, on peut combiner l'information, combiner les datas pour calibrer le modèle. Ces modèles-là, pourquoi on s'intéresse à la calibration de ces modèles? Parce que déjà, on connaît la difficulté de sciences analytiques dans le domaine de sol. Donc, on connaît que les méthodes sont très coûteuses. Donc, le coût d'analyse d'un échantillon de sol dans un laboratoire conventionnel est très... Donc, c'est vraiment très coûteux par rapport à la catégorie d'agriculteurs donc on a dans l'Afrique, par exemple. Donc, dans l'Afrique, l'agriculteur ne peut pas supporter l'analyse des échantillons durant la saison dans un laboratoire de chimie conventionnelle parce que le coût, généralement, pour chaque échantillon, donc le coût, c'est estimé entre 80 et 100 dollars américains. Donc, c'est vraiment un coût élevé par rapport à cette catégorie d'agriculteurs pauvres. Mais en utilisant les méthodes spectroscopiques, donc les coûts sont moins réduits donc, et on aura la capacité donc, à inviter plus d'agriculteurs à adhérer à la technologie et adhérer à la méthode d'analyse de sol. Donc, comme ça, donc, en les motivant par le prix. Donc, on ne peut pas comparer le prix d'analyse par infrarouge qui est généralement aux alentours de 5 dollars avec le prix de méthode conventionnelle à 100 dollars. Donc, c'est vraiment une différence très, très, très importante. Aussi, dans la méthode spectroscopique, donc, comme j'ai déjà mentionné, on n'utilise aucun produit chimique et on génère aucun déchet chimique à risque. Donc, ce sont des méthodes non polluantes et qui appartiennent aux méthodes de chimie verte. Donc, on peut les utiliser dans large scale. Pourquoi? Parce que à la place d'analyser un seul échantillon à 100 dollars, donc on peut utiliser la spectroscopie pour analyser une vingtaine d'échantillons. Donc, en faisant cela, donc, on aura une information plus intéressante et plus importante sur la majorité des champs et de la ferme et non pas d'un seul point donc, qu'on va réaliser en utilisant les méthodes conventionnelles, portables et rapides. Donc, on peut les transporter avec nous dans le terrain et on peut avoir les résultats dans quelques minutes. Et aussi, par rapport aux résultats, donc, comme j'ai déjà mentionné, la spectroscopie de sol donc, a déjà démontré qu'elle peut aussi générer des résultats qui sont de bonne qualité et qui peuvent vraiment, des fois, être comparables à celles ou bien à ceux générés par les méthodes conventionnelles. Donc, comment on fait cette liaison entre un spectre et le résultat qu'on va obtenir? Donc, généralement, en utilisant les calibrations, donc ce sont des fonctions de calibration. Donc, dans ce cas, donc, on va essayer de trouver, donc, on va chercher à trouver une information qui relie le résultat spectral qui est le spectre infrarouge avec cette propriété d'intérêt donc on a. Donc, on doit générer une fonction de calibration qui est généralement une équation mathématique qui relie cette propriété à une région dans ce spectre-là. Et par la suite, donc, on peut l'utiliser pour faire les prédictions. Je donne ici l'exemple donc banal de cette application qui est la loi de Beer-Lambert. Donc, comme j'ai déjà mentionné, la loi de Beer-Lambert, c'est une loi qui relie entre l'absorbance et la concentration de l'échantillon. Donc, en disant que en augmentant la concentration, donc on remarque que dans le signal, donc on a un changement et en augmentant la concentration, donc la surface du pic donc augmente et par la suite donc on peut relier cette surface là avec cette concentration en calculant le coefficient de calibration. Donc, généralement, la loi de Beer-Lambert, c'est l'absorbance qui est égale au coefficient d'extinction molaire multiplié par la longueur de la cuvette multiplié par la concentration de l'élément. Donc, c'est A égale à epsilon CL.
Dans le cas de la spectroscopie de sol, donc on ne fait pas ça, donc on ne fait pas une simple combinaison entre la surface et la concentration, mais dans ce cas-là, donc on aura une calibration multivariée. Qu'est-ce que ça veut dire une calibration multivariée? Donc dans ce cas-là, donc on n'a pas une seule bande, donc comme par exemple celle-là qui est caractéristique, par exemple le pH. Mais non, donc dans le cas de la spectroscopie de sol en utilisant les méthodes machine learning. Donc, on va utiliser la totalité du spectre et par la suite, donc, on va laisser le modèle machine learning comprendre quelle est la région ou bien quelles sont les régions. Donc, généralement, donc, on trouve que la réponse liée aux différentes propriétés chimiques de sol, donc ils vont influencer plusieurs régions du spectre infrarouge, donc on ne peut pas détecter nous-mêmes en utilisant l'inspection visuelle, mais le modèle machine learning peut faire cela. Donc, il va chercher dans le spectre quelles sont les régions qui sont influencées en changeant les différentes concentrations. Et par la suite, donc, il va utiliser ces régions-là pour faire la modélisation et pour trouver la fonction qui relie entre la propriété d'intérêt et le spectre infrarouge. Donc, on a, donc, généralement, c'est une équation comme celle-là donc, dans ce slide. Donc, Y représente la réponse de la propriété qu'on cherche. J'ai donné l'exemple ici de la réponse qui est de carbone organique, qui sera fonction de résultat spectral. Généralement, c'est X. X dans le domaine du machine learning, dans le domaine de spectroscopie de sol, représente le résultat spectral, ce sont les datas spectrales, multiplié par le coefficient de régression plus des résiduels. Généralement, le modèle machine learning, c'est pas aussi facile que ça, mais on va le trouver donc très lent selon les variables générées par le spectre. On va voir comment ça. Donc, je vais donner ici l'exemple donc d'un spectre infrarouge donc qui était sous forme d'une représentation graphique. Donc, la première étape à faire, c'est de transformer le résultat spectral du format graphique au format numérique. Donc, il suffit d'utiliser le software de l'équipement de l'appareil et de cliquer et de choisir enregistrer sous et par la suite format CSV, format Excel, etc. Par la suite, donc, on aura une transformation du format graphique au format numérique. Donc, cette ligne-là représente l'axe des longueurs d'onde. Donc, on aura un pas de changement. Par exemple, ici, c'est un pas de 2 cm moins 1. Donc, chaque 2 cm moins 1, donc, l'équipement nous donne l'absorbance relative. Donc, et par la suite, donc, si on veut transformer ce tableau-là en résultat graphique, donc on va trouver la même chose ici. Donc la première des choses, c'est cette transformation-là qu'on va nommer la matrice X. Donc généralement, la matrice X représente les résultats spectrales. Et par la suite, donc on va sur les mêmes échantillons donc qu'on a sur le même database qu'on a collecté, donc on va mesurer les résultats dans le laboratoire de chimie conventionnelle. Donc on va envoyer ces échantillons-là à un laboratoire de chimie conventionnelle et on va spécifier quelles sont les méthodes à utiliser parce que les résultats qu'on va obtenir sont généralement relatifs aux résultats qu'on va commencer avec. Donc généralement, on insiste sur la qualité des résultats obtenus du laboratoire de chimie conventionnelle parce qu'ils seront la base de la calibration. Comme j'ai déjà expliqué la dernière fois, on parle de machine learning. Qu'est-ce que ça veut dire le machine learning? Donc, il faut toujours donner l'information au modèle de l'intelligence artificielle. Donc, c'est artificiel. Donc, c'est à nous de l'alimenter et cette alimentation-là, donc, c'est elle qui va contrôler le résultat qu'on va obtenir. Si on va alimenter le modèle avec des résultats qui ne sont pas fiables à 100%, donc, on aura une erreur déjà généré par les résultats donc, qu'on va introduire, même avant de partir vers le résultat de modélisation, etc. Donc pour cela, donc, on insiste sur la qualité des résultats de chimie humide donc, qu'on veut utiliser.
Et donc, après l'obtention des deux matrices, donc on aura par exemple, dans le cas des projets Solfer, donc on va collecter de chaque pays un nombre spécifique d'échantillons. Donc, je vais donner l'exemple de la Tunisie, je ne suis pas sûr, mais je pense aux alentours de 4 000 à 5 000 échantillons qu'on va collecter. Je ne suis pas sûr, mais c'est à mes collègues de confirmer. Donc, sur les 4 000 échantillons qu'on va collecter, donc, on va réaliser les analyses spectrales dans le laboratoire, donc après la réception de l'équipement spectral. Et par la suite, donc, on va réaliser les analyses dans le laboratoire. Donc, on va réaliser les analyses du pH, du carbone, des nutriments, etc. Et par la suite, donc, on aura les deux matrices déjà établies et déjà construites. Et après la construction des deux matrices, après la construction de notre database, base de données, donc on va par la suite utiliser le modèle machine learning qui généralement, dans le cas de la spectroscopie de sol, donc on utilise le plus simple, c'est la PLS. En anglais, c'est Partial Least Square Regression. En français, je pense que c'est la régression au moindre carré partiel. Donc, on va utiliser ce type de modèle. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va essayer de trouver quelle est la relation qui lie entre cette matrice Y et la matrice X. Plus spécifiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de tracer les spectres infrarouges et il va essayer de comparer les résultats obtenus. Et il va essayer de tracer les spectres infrarouges et il va essayer de les comparer aux résultats de chimie humide donc, qu'on a généré au laboratoire. Et il va essayer de voir le minimum changement dans le signal donc, qu'on peut déjà détecter en utilisant le modèle machine learning, mais on ne peut pas le détecter à l'œil nu. Donc, l'inspection visuelle ne permet pas de voir des changements vraiment de quelques millimètres, donc on ne peut pas les détecter à l'œil nu, mais le modèle machine learning peut faire ça. Donc, et il va faire cette combinaison-là, il va essayer de faire sortir ce qu'on appelle la collinéarité entre les deux matrices, et par la suite, il va essayer de transformer cette relation qu'il a trouvée entre les deux matrices en une équation mathématique, donc qui va être sous la forme donc on a déjà vu Y, qui est la réponse spécifique. Donc dans le cas, ça peut être par exemple le pH est égal à coefficient de régression multiplié par les différentes longueurs d'onde et plus les résiduels qui sont l'erreur de prédiction. Et par la suite, donc, il va nous générer cette équation mathématique qui est liée au pH, qu'on peut utiliser dans le futur, donc directement donc, sur les échantillons qu'on va recevoir au laboratoire. Donc, les nouveaux échantillons qu'on va recevoir au laboratoire, donc on peut directement les passer à l'infrarouge et faire la projection du spectre infrarouge sur le modèle, sur l'équation mathématique qu'on a générée. Et par la suite, donc, on aura la capacité ou bien la possibilité de calculer le pH directement sur le spectre infrarouge sans être besoin de partir au laboratoire, de faire l'extraction, d'attendre plusieurs heures, de plonger l'électrode de pH mètre et lire le résultat, etc. Donc, dans ce cas, donc, il suffit de mesurer le spectre infrarouge, de faire la projection de ce spectre-là sur le modèle et avoir le résultat calculé. Donc, vous allez entendre calculer plusieurs fois parce que dans la méthodologie de spectroscopie de sol, on ne fait pas la mesure. Donc, on mesure seulement le spectre. Mais pour les propriétés spécifiques qui sont pH, le carbone organique, le carbone total, la capacité d'échange cationique, la conductivité électrique, la concentration des nutriments, etc. Donc, on va les calculer par la suite en utilisant les modèles machine learning, mais on ne va pas les mesurer. Donc, il faut être capable de différencier entre ces deux termes-là, mesurer et calculer. Calculer, ça veut dire prédire. Donc, cette figure donc, résume le processus de calibration de ce type de modèle machine learning dans le cas machine learning ou bien chimiométrie dans le cas de la spectroscopie de sol. Donc, toujours, il faut commencer le travail par l'établissement de la base de données. Donc, comment construire cette base de données? Donc, il faut collecter un nombre très représentatif d'échantillons. Donc, il faut collecter une centaine d'échantillons de sol.
Par la suite, il faut faire sur cette base de données-là, sur ces échantillons collectés, donc il faut réaliser les analyses chimiques donc, en utilisant les méthodes conventionnelles. Donc, on va partir au laboratoire de chimie conventionnelle, de chimie humide, donc, et on va réaliser l'analyse du pH sur chaque échantillon. Donc, si on a 100 échantillons, donc on doit réaliser 100 analyses de pH, 100 analyses de conductivité électrique, 100 analyses de capacité d'échange cationique, 100 analyses par ICP des différentes concentrations de nutriments, etc. Et par la suite, donc sur le même lot d'échantillons qu'on a, donc on doit réaliser l'analyse spectrale. Donc on doit les envoyer au laboratoire d'analyse spectrale. Donc dans ce cas-là, donc comme j'ai déjà mentionné, donc on va pas faire beaucoup de préparation. Donc il suffit de faire le broyage, le séchage, et par la suite le scan en utilisant l'équipement de spectroscopie infrarouge. Et après cette étape, donc on aura les deux matrices, comme j'ai déjà montré dans le slide précédent. Donc, on aura la matrice X des data spectrales sur les échantillons de sol qu'on a collectés et on aura les résultats de l'analyse, le rapport d'analyse. Généralement, c'est le rapport généré par le laboratoire qui est nommé la matrice Y. Par la suite, donc, on va introduire le modèle chimiométrie ou bien le modèle machine learning que j'ai déjà donné l'exemple de PLS, c'est la régression au moindre carré partiel. Donc, et par la suite, donc, ce modèle-là va essayer de combiner ces deux matrices X et Y et il va essayer de trouver la corrélation qui relie ces deux matrices et il va essayer de trouver quelle est la relation mathématique qui les relie. Et il va essayer de traduire cette relation en une équation mathématique qui est le modèle machine learning qu'on va utiliser pour faire les prédictions. Donc, comme j'ai déjà mentionné, pour les échantillons qu'on va recevoir dans le futur dans notre laboratoire, donc on va faire la réception de l'échantillon, partir directement vers la préparation pour la spectroscopie. Donc, il suffit de faire le séchage, le broyage sur ces échantillons-là, les scanner en utilisant les méthodes spectroscopiques, mais cette fois-ci, donc, on ne va pas les envoyer au laboratoire pour faire l'extraction, pour attendre des heures, pour faire la mesure sur l'équipement spécifique, etc. Mais on va envoyer le spectre directement vers le modèle, faire la projection, et on va avoir la prédiction des propriétés d'intérêt qu'on a. Donc, ça dépend des propriétés qu'on a calibrées. Si, par exemple, dans la Tunisie, on va arriver à calibrer des modèles qui peuvent prédire le pH, le carbone total, le carbone organique et la capacité d'échange cationique. Donc, dans le futur, donc, on va utiliser ce modèle-là pour faire la prédiction sur ces propriétés-là que j'ai mentionnées. Mais on ne peut pas prédire, par exemple, une autre propriété qu'on n'a pas calibrée. On ne peut pas prédire l'auto, par exemple, l'auto de nutriments, la concentration, par exemple, en azote, si on n'a pas calibré l'azote sur le modèle machine learning. Mais on va faire la prédiction sur les propriétés réussissantes. Donc, on a obtenu des modèles réussissants et de bonne qualité. Donc, c'est ça généralement le processus d'établissement, le processus de calibration d'un modèle machine learning dans le cadre de la spectroscopie de sol. La question qu'on peut poser par la suite, c'est après l'établissement de notre modèle, voilà, mon modèle machine learning est déjà calibré, mon modèle est déjà prêt à être utilisé, mais comment on peut évaluer la qualité de ce modèle-là? Comment on peut évaluer les performances de ce modèle et s'assurer que les résultats générés par ce modèle sont de bonne qualité? Parce que le problème, lorsqu'on utilise l'intelligence artificielle généralement, c'est que cette intelligence artificielle-là, il va proposer des résultats chaque fois. Donc, il ne va jamais vous dire, je ne suis pas capable de faire ça. Mais chaque fois, vous donnez un spectre, il va vous donner un résultat. Mais comment s'assurer que le résultat de ce modèle-là, le résultat de l'intelligence artificielle est correct et on n'a pas des déviations, on n'a pas des erreurs donc déjà contenues dans le modèle. Donc, pour cela, donc, il faut valider. Donc, on passe à l'étape de validation du modèle. Donc, avant de transmettre le modèle pour l'utilisation quotidienne dans les laboratoires, donc avant de dire mon laboratoire est prêt et je peux utiliser la spectroscopie donc, pour prédire sur les échantillons nouveaux, donc on va recevoir au laboratoire, il faut tout d'abord passer par l'étape de validation et il faut s'assurer que les résultats générés par le modèle, par la méthodologie généralement de spectroscopie de sol, sont corrects et ne sont pas vraiment erronés.
et qui peuvent induire en erreur la prise de décision, la prise de correction, etc. Donc, la recommandation des fertilisants, etc. Donc, pour faire cela, donc, l'étape de validation, donc, on a trois types de validation. La première étape, la première validation, c'est la validation interne. Donc, en calculant, généralement, c'est très connu, ce coefficient-là, c'est le coefficient de corrélation, le R carré. Donc, je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de R carré. Donc, c'est utilisé dans tous les domaines. Et aussi, il est utilisé dans le domaine de calibration linéaire. Donc, pour faire les droits d'étalonnage, etc. Donc, on parle toujours du R carré. Donc, il représente la linéarité qui représente la qualité d'ajustement de notre modèle. Donc, généralement, ce qu'on cherche, on cherche à ce que nos points doivent être le plus linéaire possible. Pourquoi le plus linéaire possible? Parce que la distance entre, en bleu, c'est le modèle machine learning donc qu'on a calibré. Généralement, c'est le modèle mathématique qu'on a calibré. Et ces points-là représentent les valeurs réelles. Donc, ce sont les valeurs obtenues en utilisant le pH-mètre, par exemple. Donc, ce qu'on cherche, nous, donc, on cherche à ce que ces points-là soient le plus proches du modèle. Si on a, si ces points-là sont loin du modèle, ça veut dire qu'on a une erreur. Et la distance qui relie le point à sa projection sur le modèle, donc, représente l'erreur. Donc, on cherche à minimiser cette erreur-là. Donc, si nos points sont déjà projetés directement sur le modèle, donc, on peut avoir un modèle, qu'on dit un modèle très linéaire et qui est réussissant, et la valeur de R carré sera très proche de 1. Mais si on a nos points sont loin du modèle, donc on a des valeurs d'erreur plus importantes et la valeur de coefficient de corrélation sera proche de 0. Et par la suite, donc, on peut différencier entre trois types de modèles généralement qu'on connaît dans le domaine de spectroscopie de sol. Donc, on a trois qualités. La première qualité, ce sont les modèles de très bonne qualité, de très bonne corrélation. Donc, le coefficient R carré est supérieur à 0,8, donc entre 0,8 et 1. Donc, on appelle ces modèles sont des modèles parfaits, donc on peut utiliser directement sans aucun problème parce qu'on connaît déjà que les valeurs prédites par le modèle sont très proches des valeurs réelles et par la suite, le taux d'erreur est très réduit. La deuxième qualité, selon la linéarité, ce sont les modèles médiocres. Et ces modèles-là sont les modèles avec un coefficient de corrélation entre 0,6 et 0,8. Donc, on peut utiliser ces modèles-là, mais avec précaution, parce qu'on connaît que les résultats générés par ce modèle sont des fois de bonne qualité, mais aussi des fois, donc, ils peuvent générer des valeurs qui sont très loin des valeurs réelles et on aura un taux d'erreur élevé. Donc, il faut faire attention. Il faut voir comment corriger ces modèles-là afin d'améliorer leur qualité. Et la troisième qualité, donc, ce sont les modèles qu'on appelle modèles pauvres. Pourquoi pauvres? Parce que la linéarité est inférieure à 0,6. Et si je dis donc que la linéarité est inférieure à 0,6, donc je dis directement que la distance entre les valeurs réelles et le modèle, c'est une distance intéressante. Et par la suite, donc l'erreur générée par ce modèle donc, sera intéressant aussi. Donc, on ne peut pas faire confiance à un modèle qui génère des valeurs avec un taux d'erreur élevé. Donc, il faut faire attention. Il faut que ça soit faire des corrections sur ce modèle-là afin d'améliorer la qualité, ou bien refaire le travail tout entier. Donc, en sélectionnant un autre type de modèle, parce que j'ai donné dans mes slides seulement l'exemple de la régression moindre carré partiel, bien on a d'autres types de modèles qui sont plus sophistiqués, qui sont des modèles de réseaux de neurones, etc. Donc, de deep learning, donc on peut utiliser, qui peuvent déjà améliorer la qualité des prédictions, mais ils sont plus complexes à l'interprétation. C'est pourquoi donc on préfère déjà pour les laboratoires qui viennent de commencer cette méthodologie d'utiliser des modèles plus faciles et plus simples, comme le cas de la PLS. Mais avec l'expérience, avec l'approfondissement des connaissances, etc., donc vous pouvez partir vers des modèles de deep learning et de machine learning complexes, comme le cas des neurones, etc. La deuxième type de validation qui fait partie des validations internes aussi, c'est la cross-validation.
Donc, dans ce cas-là, donc, on ne parle pas ici de la linéarité des résultats entre les résultats obtenus par le modèle, prédits par le modèle et le résultat obtenu par le laboratoire. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'utiliser une partie de nos échantillons, une partie de notre base de données pour faire une validation en interne. Comment on fait ça? Donc, je prends l'exemple ici d'un data. Donc, j'ai ici fait une représentation. Si on a 5 échantillons, cette data contient 5 échantillons de sol. Donc, on a 5 résultats X, donc, qui veut dire 5 spectres infrarouges, et on a 5 Y, qui sont les valeurs je vais prendre l'exemple de pH. Donc, on a ici pour chaque échantillon de sol, donc j'ai le spectre infrarouge et j'ai la valeur de pH correspondante. Donc, comment je vais faire pour faire la calibration de ce modèle-là en utilisant la méthodologie cross-validation pour la validation? Donc, je vais éliminer le premier échantillon. Donc, je vais cacher cet échantillon-là, donc de la base de données. Je vais utiliser le reste, les 4 échantillons restants dans ma base de données pour faire la calibration. Donc, je vais calibrer le modèle sur ces échantillons-là. Et par la suite, je vais utiliser cet échantillon que j'ai caché pour faire la validation. Comment je vais faire ça? Je vais le considérer comme un échantillon étrange, un échantillon inconnu, un nouveau échantillon que j'ai reçu. Donc, je vais faire le scan. J'ai le résultat par infrarouge et j'ai le résultat par pH mètre. Donc, je vais faire la projection de mon spectre sur le modèle que j'ai calibré en utilisant ce data-là. Donc, je vais obtenir un Y, une valeur prédite de Y, de pH. Donc, mon modèle va me dire, par exemple, la valeur de pH sur cet échantillon est, par exemple, 7,5. Et par la suite, je vais faire une comparaison entre la valeur prédite par le modèle, qui est 7,5, avec la valeur réelle de l'échantillon en utilisant le pH mètre. Donc, par exemple, ça peut être 7. Donc, je vais avoir une première déviation de 0,5 entre la valeur prédite par le modèle qui a prédit que le pH dans cet échantillon est 7,5 et la valeur réelle qui est de 7. Donc, j'ai 0,5 de déviation. Je vais rendre mon échantillon dans la base de données initiale et je vais refaire la même chose. Donc, je vais éliminer le deuxième échantillon et je vais calibrer sur le reste de la base de données. Je vais avoir une deuxième erreur. Je vais rendre le deuxième échantillon et je vais éliminer le troisième échantillon. Donc, je vais répéter cette étape de calibration en éliminant un de la base de données. Donc, je vais la répéter 5 fois afin d'éliminer tous les échantillons que j'ai, tous les individus que j'ai dans ma base de données. Et par la suite, donc, je vais être capable de calculer une valeur de l'erreur de cross-validation qui est root mean squared error of cross-validation. Donc, je vais l'appeler RMS-ECV, donc, qui représente l'erreur de cross-validation. Donc, qui est généralement, donc, c'est la moyenne des erreurs obtenues chaque fois que je répète l'opération de cross-validation. Et j'appelle cette opération de cross-validation comme validation interne. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé les mêmes échantillons dans ma base de données pour faire la validation de cette base, du modèle-là. Le troisième type de validation, c'est la validation externe. Donc, comment je vais faire cette validation externe? Généralement, il y a des règles statistiques qui gèrent cette opération-là. Donc, je vais prendre l'exemple de la recommandation la plus simple, donc qui dit, donc si j'ai par exemple, je vais revenir à l'exemple de ma base de données qui contient 100 échantillons de sol. Donc, sur mes 100 échantillons de sol, je vais prendre 70 échantillons, 70% pour faire la calibration, et je vais cacher 30% de mes échantillons. Donc, sur ma base de données, donc je vais prendre 60 échantillons pour calibrer et 30 échantillons, je vais les cacher. Donc, vers la fin de l'étape de calibration sur mes 60 échantillons, donc je vais avoir ma première équation de modèle mathématique donc, pour prédire le pH, par exemple. Par la suite, donc, je vais faire la projection des 30 échantillons que j'ai cachés. Donc, c'est une sorte de travailler avec des échantillons inconnus, de nouveaux échantillons. Donc, pour cela, on l'appelle validation externe. Pourquoi externe? Parce que je m'assure que si je reçois des échantillons nouveaux, des échantillons inconnus, donc, est-ce que je suis capable de prédire sur mon modèle avec des qualités donc, élevées. Donc, par la suite, donc, je vais calculer la valeur d'erreur de prédiction sur la validation externe, qui est généralement appelée la RMSEP. Donc,
qui est la déviation entre les valeurs réelles mesurées dans le laboratoire et les valeurs prédites par le modèle, donc sur les 30% que j'ai éliminés. Et par la suite, donc, je dois discuter ces erreurs-là avec les spécialistes de sciences de sol. Donc, on n'a pas de règles spécifiques, mais on peut utiliser les mêmes règles utilisées dans les protocoles de qualité selon chaque laboratoire. Donc, le niveau d'erreur accepté et rejeté. Donc, c'est par exemple dans le pH, j'ai la moyenne d'erreur de prédiction de 0,4. Donc, je peux exprimer les valeurs obtenues sur les nouveaux échantillons que je vais prédire dans mon laboratoire comme la valeur prédite par le modèle, plus ou moins 0,4. 0,4, c'est la déviation, ou bien 0,5. C'est la déviation, c'est l'erreur, c'est l'incertitude de la méthode. Donc, je dois discuter avec les spécialistes si ce modèle est acceptable ou pas. Donc, ça reste une décision qui peut être prise selon chaque laboratoire, selon les niveaux de risque et les niveaux de qualité fixés par chaque laboratoire. Donc, généralement, pour clôturer donc, cette session dans laquelle j'ai essayé d'expliquer comment la modélisation, comment le modèle machine learning fonctionne et comment la validation se fait. Donc, généralement, donc, on suit ces étapes. Donc, la première étape, c'est la collecte des échantillons et la construction de la base de données. Donc, après l'analyse, en utilisant des méthodes de référence, qui sont les méthodes de chimie humide, et l'analyse en utilisant les méthodes spectroscopiques. Par la suite, donc, on aura nos deux matrices qui sont la matrice X et la matrice Y qu'on va combiner dans notre librairie de sol. Donc, et par la suite, donc, on va diviser notre base de données selon la méthode à choisir. Donc, j'ai donné déjà la méthode la plus simple qu'on appelle dans le domaine de statistique la méthode de Kynarson. Donc, cette méthode de Kynarson suggère qu'on doit diviser notre base de données sur deux, 60% et 30%. Donc, on va utiliser le premier groupe de 60% pour faire la calibration du modèle, pour évaluer le modèle initial, etc. Mais après la validation de notre modèle, donc après que notre modèle, qu'on dit qu'on a un modèle prêt pour faire les prédictions, donc on utilise le premier groupe qui est les 30% qu'on a cachés, qu'on appelle le groupe de validation. Donc, on l'utilise pour valider le modèle et par la suite, on peut calculer toutes les statistiques nécessaires que j'ai déjà mentionnées, la valeur de coefficient de corrélation, la valeur de l'erreur de cross-validation qui est la RMS-ECV et aussi la valeur de l'erreur de prédiction RMS-EP. Donc, et par la suite, donc, en utilisant ces métriques-là, donc ces trois valeurs de R carré, RMS-ECV, RMS-EP, donc on peut décider si notre modèle est réussissant ou pas, si on peut l'utiliser ou pas, si on va le transmettre pour l'utilisation quotidienne dans le laboratoire ou pas. Donc, si notre modèle déjà figure des coefficients de bonne qualité, par exemple, pour le pH, il nous donne un coefficient de corrélation de 0,9, une valeur de l'erreur de cross-validation de 0,1, une valeur de l'erreur de prédiction de 0,1. Donc, on peut dire que notre modèle est réussissant et on peut l'utiliser donc, à l'aveugle. Donc, on peut l'envoyer au laboratoire pour le technicien qu'il peut l'utiliser directement sans aucun souci. Mais si on a un problème dans le modèle, si notre modèle présente des valeurs d'erreur élevées, si le coefficient de corrélation n'est pas aussi important, par exemple, si on a une corrélation de 0,4 et une valeur d'erreur sur le pH de 2 unités de pH. Donc, ce modèle-là est considéré qu'il est pauvre, de qualité pauvre. Donc, on ne peut pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que toutes les valeurs qui vont être prédites sur ce modèle-là, donc l'incertitude est de 2 unités pH. Si notre modèle nous prédit, par exemple, que sur un échantillon inconnu qu'on va introduire, il va nous dire, voilà, la valeur de pH sur cet échantillon-là est de 5 pH. Donc, on a une incertitude de 2. Donc, la valeur réelle peut être 7 ou bien 3. Donc, on ne peut pas utiliser ce modèle-là donc, avec un taux d'erreur élevé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va appliquer des corrections statistiques lors de la modélisation. Donc, on a plusieurs types de corrections statistiques qu'on appelle les méthodes de pré-processing, qui sont des méthodes de correction. Donc, on cherche des phénomènes spécifiques dans les données donc, à corriger.
mais aussi si on peut pas, si on n'arrive pas à améliorer la qualité de notre modèle, donc on peut changer le modèle entier et faire appel à un autre type de modèle plus avancé, plus sophistiqué, comme le cas des modèles deep learning, etc. Donc, je pense que je vais m'arrêter à ce niveau-là. Donc, j'attends vos questions dans la partie, le box de questions-réponses. Et maintenant, je donne la parole à ma collègue Iman. Donc, je ne sais pas si elle est encore avec nous ou non. Iman? Allô? Hello, Iman. Ah, d'accord. Alors, c'est la fin de ta présentation, Issam. Oui, Voilà, oui, c'est la fin de ta présentation. Et donc, merci beaucoup pour la présentation enrichissante. Donc, nous allons maintenant ouvrir la session de questions-réponses. Et donc, comme toujours, n'hésitez pas à poser vos questions dans la boîte de questions dédiée sur le chat. Mais j'ai collecté quelques questions pour toi, Issam. Et donc, il y a un participant vous avez mentionné les avantages de l'analyse du sol par spectroscopie par rapport à la chimie traditionnelle. Et donc, le participant demande si euh, tu peux montrer un rapport de résultat d'analyse du sol qui est du même sol, qui est fait par spectroscopie et par analyse traditionnelle, envoyé à un agriculteur qui veut savoir plus sur la fertilité du sol avec les résultats et les recommandations pour la culture. merci beaucoup, Iman, pour faciliter tout d'abord la partie question-réponse. Merci pour la personne qui a posé cette question. Donc, pour répondre à cette question, donc, je vais dire que lorsque j'ai essayé de faire la comparaison entre les deux méthodologies, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai essayé de vous montrer l'importance de la spectroscopie de sol en comparaison avec l'effort qu'on doit fournir pour avoir des résultats par les méthodes conventionnelles. Donc, j'insiste toujours donc, dans chaque session, donc je vais répéter la même chose. Donc, dans le domaine de la spectroscopie de sol, on ne cherche pas à remplacer les méthodes de chimie conventionnelles. Donc, on essaye de produire, d'établir de nouvelles technologies donc, qui peuvent faciliter la tâche dans le champ. Donc, j'ai essayé, durant ma présentation, de vous montrer l'importance de cette technologie, mais je ne dis pas que c'est plus intéressant que les méthodes conventionnelles. Donc, les méthodes conventionnelles restent les plus sensibles, les qualités obtenues sont les meilleures qualités, etc. Mais pour une catégorie d'agriculteurs, donc dans des pays spécifiques, je ne vais pas dire seulement que dans l'Afrique, mais on a des expériences dans d'autres pays comme dans les pays de l'Amérique latine, etc. Donc, on a la difficulté tout d'abord de trouver un laboratoire et par la suite de discuter la compétence de ce laboratoire à réaliser des analyses de bonne qualité et le prix d'analyse de ces échantillons-là. Donc, dans cette méthodologie, donc, on essaie de faciliter la tâche, de faciliter la vie, que ce soit des agriculteurs ou bien des techniciens et ingénieurs dans le champ. Et si je vais vouloir comparer les résultats obtenus des deux types de technologies, donc je vais faire ça la séance prochaine, dans la troisième session. Donc, je vais vous montrer quelques modèles réussissants avec des résultats obtenus réalisés sur ce modèle-là. Mais je vais pas vraiment comparer les résultats parce que je vais répéter encore une fois, les résultats obtenus par les méthodes conventionnelles sont les plus corrects. Parce que la spectroscopie, comme j'ai déjà mentionné durant cette session, on ne fait pas la mesure des propriétés, mais on fait le calcul, on fait la prédiction en utilisant les méthodes machine learning. Donc, on essaie de faciliter la tâche en produisant des résultats qui sont de bonne qualité aussi. Mais je vais pas dire qu'on peut, ça y est, on peut fermer les laboratoires de chimie conventionnelle et on peut seulement se baser sur la chimie, sur la spectroscopie seule. Donc, c'est pas faisable. D'accord. Merci, Aïssam. Et donc, il n'y aura pas un moment dans l'histoire où la spectroscopie va
Non, Pour non, me c'est prendre en possible. effet les... Ah, Non, c'est d'accord. possible, c'est possible. Généralement, pourquoi on est vraiment en train de développer, on est en train de vraiment, on est en compétition. Pourquoi? Parce que on a le problème généralement, les méthodes de chimie conventionnelle utilisent des produits chimiques et des réactifs. Et généralement, ces produits chimiques et ces réactifs proviennent de l'industrie pétrolière. Et on a le risque que l'industrie pétrolière finisse un jour et on aura le risque de perdre ces produits-là. Donc, que ce soit, on aura des limitations d'utilisation avec les appels maintenant à protéger l'environnement, etc. Donc, on est en train de produire une remède donc, qui peut vraiment faire la tâche si on a un problème de chimie conventionnelle, etc. Mais on ne cherche pas à remplacer parce que pour le moment, donc on se base sur les résultats de la chimie conventionnelle pour construire les modèles machine learning. Donc, ça reste un moyen d'alimentation. En anglais, c'est le feeding. So, donc, pour alimenter les modèles, pour avoir des modèles de bonne qualité, donc il faut les alimenter par des résultats de chimie conventionnelle de bonne qualité. Donc, c'est ça ce que j'ai mentionné durant ma présentation. D'accord, merci Aïssam. Donc, on passe à la deuxième question. Quel logiciel permet de décomposer les spectres ou d'identifier d'éventuelles contaminations organiques? J'avais cette question durant la session précédente et j'ai répondu que je ne peux pas recommander directement des logiciels commerciaux. Donc, ça existe dans le marché, dans le net, donc des logiciels qui peuvent faire cette tâche-là. Mais aussi, j'ai déjà recommandé que pour quelques fabricants, les fournisseurs des équipements, donc ils ont déjà cette possibilité sur les logiciels qu'ils fournissent. Donc, il y a une fenêtre toujours pour décomposer les spectres, etc. Mais je ne peux pas vraiment recommander un non commercial. Vous connaissez les règles à la FAO, donc je ne peux pas recommander directement un fournisseur ou quelque chose comme ça. Ah, bien dit Aïssam. Et donc, on a un, deux, trois, quatre, cinq questions à venir. OK? Pas de C'était la problème. préparation. Et donc, cette question a été posée en anglais, donc je vais faire la traduction en français pour nos euh, participants francophones. Et donc, how can we enhance so spectroscopy libraries in America, in Latin America? Do you have insights about it? La question, c'est comment peut-on améliorer les librairies ou les bibliothèques de spectroscopie des sols en Amérique latine? Avez-vous des idées ou des perspectives à ce sujet? Merci beaucoup, Iman, pour l'effort pour faire la traduction tout d'abord. Euh, comment on peut faire pour améliorer la qualité des librairies spectrales? Généralement, il faut faire l'effort lors de la construction. Lors de la construction des librairies spectrales, donc il faut partir tout d'abord sur des bases correctes. Donc, il faut utiliser des méthodes et des protocoles qui sont déjà publiés, qui sont validés, etc. Mais si on a déjà obtenu notre bibliothèque, donc la seule chose qu'on peut faire, c'est la mise à jour ou bien l'update de la bibliothèque. Parce que dans ce domaine-là, donc, on travaille sur les sols. Et les sols sont des matrices vivantes. On a une transformation en continu. Donc, si on a une bibliothèque spectrale ou bien une bibliothèque de sol généralement, donc après 2, 3, 4 ans, donc, on est sûr que les sols changent et que l'information qu'on avait 2 ans, 3 ans passés, donc, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Donc, il faut faire une mise à jour, il faut collecter plus d'échantillons, il faut réaliser des analyses spectrales et de chimie conventionnelle. Et comme ça, donc, on est sûr que notre bibliothèque est toujours vivante et pas déjà obsolète, donc ne fonctionne pas. D'accord, merci Aïssam. Et une autre question, le participant demande s'il y a des références qu'il peut citer pour la valeur du R square, R Ah, carré, carré. R carré pour séparer les modèles par rapport à la qualité. Généralement, dans la majorité des publications que vous trouvez dans la littérature, donc
qui sont les scientifiques les plus connus dans ce domaine? Donc, je vais recommander tout d'abord quelques-uns. Donc, Alex McBratney de l'Australie. Donc, dans ses articles, donc, vous pouvez trouver euh, tous les métriques donc, nécessaires pour évaluer la qualité des modèles, mais ce n'est pas seulement que Alex. Euh, dans tous les articles donc, publiés dans le domaine de spectroscopie, dans la majorité, donc, ils doivent citer comment ils ont évalué la qualité de leur modèle. Donc, vous pouvez même voir les articles que j'ai moi-même publiés dans ce domaine-là. Donc, toujours, je mentionne quels sont les critères à utiliser afin de s'assurer de la qualité, afin d'évaluer la qualité d'un modèle, etc. Donc, c'est déjà existant dans la bibliographie. Donc, généralement, comme j'ai déjà mentionné, donc, il y a trois groupes, trois catégories de modèles qu'on classe selon si on veut utiliser le coefficient de corrélation, le R carré, ou bien le R square. Donc, comme j'ai déjà mentionné, les modèles de très bonne qualité ou les modèles parfaits, les modèles de qualité médiocre et les modèles pauvres, donc selon le coefficient obtenu. D'accord. D'accord, merci beaucoup, Aïssam. Alors, une autre question, je pense vraiment très intéressante. Donc, pour les variables biologiques du sol, notamment les enzymes, la diversité des micro-organismes, l'abondance, vous avez des expériences ou des références pour partager? Ce que je peux dire dans ce domaine de microbiologie du sol et la spectroscopie du sol, donc généralement, la majorité des travaux qui ont été réalisés, donc généralement, ont été faits sur les propriétés chimiques et les propriétés physiques du sol. Pour les propriétés microbiologiques et biologiques, donc il y a quelques chercheurs qui ont déjà commencé à faire ça. Vous pouvez trouver dans la littérature. Donc, je peux partager par la suite donc quelques références, mais c'est pas vraiment développé donc parce que maintenant c'est le domaine qu'on est en train de développer dans la spectroscopie de sol. Donc les chercheurs déjà ont réussi à trouver des modèles très réussissants pour prédire les propriétés chimiques, pour prédire les propriétés physiques. Maintenant, ils sont plus concentrés sur les propriétés microbiologiques afin de combiner tout cela et que les résultats obtenus par la spectroscopie de sol soient complets et les rapports soient vraiment complets. Donc, il y a beaucoup de travaux qui sont en train d'être réalisés en ce moment, mais il y a aussi quelques travaux qui ont été déjà publiés. Donc, vous pouvez le trouver dans la littérature. Et en parallèle, donc, comme j'ai déjà mentionné au début de cette session, donc, on a un groupe de travail dans Glossolon, donc c'est Glossolon Spec, qui s'intéresse à la spectroscopie de sol. Donc, dans ce groupe-là, donc, on peut fournir un accompagnement pour les laboratoires qui veulent adopter cette technologie. On a tout un groupe de professionnels et de spécialistes donc, qui peuvent vraiment fournir de l'aide à tous les laboratoires qui s'intéressent à cette technologie. D'accord. Et notamment pour les variables chimiques du sol, le participant veut savoir s'ils sont tous bien prédits ou s'il y a quelques-uns qui marchent mieux. Non, il y a aucune personne qui peut te garantir si tu peux réussir à prédire la totalité ou bien une partie de propriétés chimiques, physiques ou bien microbiologiques. Généralement, ce qu'on dit dans ce cas-là, donc parce que calibrer un modèle machine learning, donc il y a plusieurs sources d'erreurs donc, qui peuvent influencer la qualité du modèle final. La première source d'erreur, j'insiste sur ça, c'est la qualité des analyses par les méthodes conventionnelles. Donc, si on a un laboratoire qui fournit des résultats avec des déviations intéressantes, donc déjà, on va donner au modèle machine learning des résultats, des données. Et la première étape, donc c'est la matière première donc, qui est déjà erronée. Donc, on ne va pas attendre à avoir des modèles qui sont 100% réussissants. Mais on a des exemples de quelques laboratoires mondiaux donc, qui ont déjà réussi à prédire un grand nombre de propriétés chimiques et physiques. Donc, qu'on peut dire qu'ils ont déjà réalisé donc, un avancée très intéressant dans ce domaine. Mais d'autres laboratoires, après tout un effort, donc, ils réussissent à prédire une ou deux propriétés.
Comme j'ai dit, donc on ne peut pas promettre à personne qu'on peut déjà, dès la première étape, réussir à prédire la totalité des propriétés, mais ça dépend du déroulement de travail, ça dépend des résultats de la base de données qu'on va fournir au modèle, ça dépend des traitements statistiques qu'on va faire sur le modèle, ça dépend tout d'abord du choix de modèle aussi, donc ça peut jouer un rôle. Donc il y a plusieurs critères qui contrôlent ça, mais on n'est pas sûr dès la première étape qu'on va réussir ou non. D'accord, merci Ethan. Et donc, une autre question. Quelle est la place de l'échantillon standard, l'échantillon de contrôle dans les analyses spectroscopiques et à quel moment pouvons-nous dire qu'un modèle est bon? S'il y a quelques indications pour dire que le modèle est satisfait le travail. Ok. Merci beaucoup, Iman. Donc, pour la première partie de la question, donc, ce que je peux dire, c'est que le domaine de spectroscopie de sol, donc, c'est un nouveau domaine donc, qui est en train d'être développé. Donc, jusqu'à maintenant, on a juste quelques laboratoires qui ont réussi à vraiment mettre en place des laboratoires de prestation de services, donc avec l'application des critères de contrôle de qualité, etc. Donc maintenant, tout le monde travaille toujours sur le développement. Donc on a, comme j'ai déjà mentionné, donc comme on n'est pas sûr d'être capable de produire des modèles réussissant 100% dès la première étape, donc tout le monde maintenant, tous les chercheurs dans le monde donc, sont en train de développer de nouvelles méthodologies de workflow donc, qui peuvent garantir plus de résultats de bonne qualité. Mais c'est vraiment difficile de dire que on est capable maintenant de fournir des prestations de services. Donc, c'est ça le rôle qu'on joue maintenant dans le working group de Glossolan Spec. Donc, on est en train de pousser les laboratoires, de pousser les collaborateurs et les partenaires à changer, à basculer de recherche et développement vers l'application commerciale. Donc, comment on fait ça? Donc, en parallèle à cet encouragement, donc on est en train de produire des protocoles de contrôle de qualité, donc on va publier très prochainement, donc qui vont être disponibles à tout le monde. Et donc, toutes les publications de la FAO, de GSP sont open access, donc accessibles à tout le monde et gratuits. Donc, vous pouvez les utiliser dans le futur. Donc, on a plusieurs types de contrôle de qualité. Donc, je ne vais pas citer spécifiquement les types qu'on va publier, mais on va essayer de couvrir la majorité des besoins du marché. Donc, en partant des échantillons de référence ou bien qu'on appelle les standards. Mais aussi, donc, on va aussi produire des protocoles pour l'auto-évaluation, donc sans être besoin d'acheter ou bien d'avoir un échantillon de référence d'un autre pays, etc. Pour la deuxième partie de question, Imen, si tu peux me rappeler la deuxième partie, donc qu'est-ce qu'il a demandé? Euh, you are muted, Imen. Oui. Alors, à quel moment pouvons-nous dire qu'un modèle fonctionne bien? C'est ça, c'est ça. Comment on peut dire qu'un modèle déjà fonctionne bien? C'est ça le résultat de la validation. Donc, si on a, durant la validation, donc, on trouve que notre modèle prédit bien sur les échantillons inconnus, donc on est sûr que le modèle va prédire sur les échantillons calibrés déjà. Donc, si on a utilisé 100 échantillons pour la calibration, donc si on répète l'opération sur le même échantillon, donc le modèle déjà connaît cet échantillon. Mais si on essaie de travailler sur des échantillons inconnus, de nouveaux échantillons donc étranges, donc si on arrive à prédire sur ces échantillons-là avec des erreurs réduites, donc on peut déjà dire que notre modèle est validé, on peut l'utiliser pour l'utilisation quotidienne. Mais c'est en utilisant des échantillons inconnus, par exemple, si en utilisant le groupe de validation, les 30%, donc on trouve des erreurs très élevées. Donc on peut dire que le modèle donc déjà donne des résultats ou bien conduit à des résultats qui sont erronés. Donc, et cette erreur-là donc, va influencer aussi les corrections à faire
notamment la recommandation des fertilisants, etc. Donc, pour cela, donc, j'insiste sur la partie validation. Donc, il faut faire une validation rigide et avoir des coefficients qui sont importants afin de décider que notre modèle est prêt pour l'utilisation quotidienne et peut-être transféré au laboratoire pour l'utilisation. Iman, mute. D'accord, oui, oui. Donc, merci beaucoup, Aïssam. Je pense que cette session était très enrichissante. Et donc, avec cette question, c'est en fait la dernière question, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Euh, donc aussi, nous espérons que la session était très enrichissante, très utile. Et nous vous aussi rappelons qu'une formation plus approfondie sur la spectroscopie des sols est prévue le 23 juillet. C'est ça, Aïssam? La prochaine session, La oui, c'est le prochaine 23. session, La prochaine semaine, la semaine c'est le prochaine. Donc, 23 juillet. oui. Et donc, voilà, nous vous encourageons vivement à y participer. L'enregistrement du webinaire sera posté sur le site du Glossoland et dans les plus brefs délais possibles. Et donc, vous pouvez consulter le site du Glossoland pour voir à un moment si l'enregistrement a été posté. Et donc, avant de finir, un grand merci à Efam pour la présentation et merci à vous tous et toutes pour votre participation active, votre question pertinente. À très bientôt dans le cadre des activités du Clotoran. Très bonne journée. Merci beaucoup. Très bonne journée. Merci.